Bonjour les premières ST2S. Alors, je voudrais faire un point avec vous sur la fin de La Princesse de Clèves et sur les passages clés, donc les moments clés, comme on les avait fait. À ma connaissance et a priori à celle de Naëla, on s'en était arrêté à la scène des aveux, le moment où la princesse de Clèves avouait à son mari qu'elle aimait un autre homme et la réaction de son mari. Vous avez sur Pronote une fiche qui s'appelle justement l'aveu. Ça aurait pu faire l'objet d'une troisième lecture linéaire. Ça a été le cas d'ailleurs pour les premières générales. J'aimerais que vous travailliez un petit peu sur cette fiche, c'est une fiche Word de mémoire. Sur l'aveu, vous avez la possibilité de remplir directement. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer. Et l'idéal, ça serait de m'envoyer le résultat de ce que vous avez fait. C'est vraiment très très guidé, c'est souligner des passages, relever des mots qui expriment des sentiments, c'est quelque chose de très basique, vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul pour faire ce travail. Alors là, donc, je voudrais revenir sur certains épisodes clés et j'aimerais, dans la mesure du possible, que vous preniez en note quelques éléments que je vais vous donner au fur et à mesure. Alors, après cet aveu, on est donc dans le tome 3. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait le fameux tournoi qui devait être donné en l'honneur du mariage de la sœur du roi, donc Madame Sœur du roi, avec le duc de Savoie. Et donc je voudrais vous lire le petit passage qui concerne donc ce tournoi. C'est à page 173 pour ceux qui ont mon édition. Enfin, le jour du tournoi arriva. Les reines se rendirent dans les galeries et sur les échafauds qui leur avaient été destinés. Les 4 tenants, c'est-à-dire les quatre combattants, parurent au bout de la lice avec une quantité de chevaux et de livrées qui faisait le plus magnifique spectacle qui eût jamais paru en France. Vous reconnaissez ici la tendance très marquée à Madame de Lafayette à faire des hyperboles. Le roi n'avait point d'autre couleur que le blanc et le noir, qu'il portait toujours à cause de Madame de Valentinois, qui était veuve. Donc vous voyez que les couleurs symboliques qu'arbore le roi pour ce tournoi sont celles de Madame de Valentinois, donc sa maîtresse, et non pas celles de Catherine de Médicis, son épouse, ce qui est quand même assez insultant. Monsieur de Ferrare, donc le deuxième combattant, et toute sa suite avaient du jaune et du rouge. Bien. Troisième combattant, Monsieur de Guise, parut avec de l'incarnat et du blanc. On ne savait d'abord par quelle raison il avait ces couleurs, mais on se souvint que c'était celle d'une belle personne qu'il avait aimée pendant qu'elle était fille et qu'il aimait encore, quoiqu'il n'osât plus le lui faire paraître. Quatrième combattant, Monsieur de Nemours, avait du jaune et du noir. Et on en chercha inutilement la raison. Alors, pourquoi ce jaune, pourquoi ce noir? Déjà, pourquoi le jaune? Ça a son importance. Le noir, plutôt la couleur du deuil, du désespoir. Mais le jaune, pourquoi? C'est en référence à une conversation qui a eu lieu précédemment et dont Madame de Clèves va être la seule à se souvenir. Ça va être la seule à comprendre pourquoi Nemours arbore du jaune. Madame de Clèves n'eut pas de peine à la deviner. Elle se souvint d'avoir dit devant lui qu'elle aimait le jaune et qu'elle était fâchée d'être blonde parce qu'elle n'en pouvait pas mettre. Donc, question de froufrou, d'accords de coloris, enfin bref, une blonde, le jaune, normalement, ça lui va pas très fort. Donc, vu qu'elle est blonde, elle ne met pas de jaune, et il n'empêche que c'est sa couleur préférée, donc celle que va choisir le duc de Nemours. Ce prince, donc Nemours, crut pouvoir paraître avec cette couleur sans indiscrétion, puisque Madame de Clèves n'en mettant point, on ne pouvait soupçonner que ce fût la sienne. Jamais on n'a fait voir tant d'adresse que les 4 tenants en firent paraître. Quoique le roi fût le meilleur homme de cheval de son royaume, on ne savait à qui donner l'avantage. Monsieur de Nemours avait un agrément dans toutes ses actions qui pouvait faire pencher en sa faveur des personnes moins intéressées que Madame de Clèves. Sitôt qu'elle le vit paraître, au bout de la lice, elle sentit une émotion extraordinaire. Et à toutes les courses de ce prince, elle avait de la peine à cacher sa joie lorsqu'il avait heureusement fourni sa carrière.
Donc vous voyez, on est toujours dans le problème de la dissimulation. Ne pas trop montrer les sentiments que l'on a vis-à-vis de quelqu'un. Sur le soir, comme tout était presque fini et que l'on était près de se retirer, le malheur de l'État fit que le roi voulut encore rompre une lance. Il manda au comte de Montgomery, donc, qui n'est pas un des 4 combattants mais qui va être le 5e, qui était extrêmement adroit, qu'il se mit sur la lice. Le comte supplia le roi de l'en dispenser et allégua toutes les excuses dont il put s'aviser, mais le roi, quasi en colère, lui fit dire qu'il le voulait absolument. La reine manda au roi qu'elle le conjurait de ne plus courir, qu'il avait si bien fait qu'il devait être content et qu'elle le suppliait de revenir auprès d'elle. Donc, premier obstacle, le comte de Montgomery lui-même. Deuxième obstacle, la reine. Troisième obstacle, elle lui renvoya Monsieur de Savoie, donc celui qui vient de se marier. Troisième, pour le prier une seconde fois de revenir, mais tout fut inutile. Il courut, les lances se brisèrent, et un éclat de celle du comte de Montgomery lui donna dans l'œil, et y demeura. Ce prince tomba du coup. Ses écuyers et M. de Montmorency, qui était un des maréchaux de camp, coururent à lui. Ils furent étonnés de le voir si blessé, mais le roi ne s'étonna point. Il dit que c'était peu de chose, et qu'il pardonnait au comte de Montgomery. On peut juger quel trouble et quelle affliction apporta un accident si funeste dans une journée destinée à la joie. Sitôt que l'on eut porté le roi dans son lit et que les chirurgiens eurent visité sa plaie, ils la trouvèrent très considérable. Monsieur le connétable se souvint dans ce moment de la prédiction qu'on avait faite au roi qu'il serait tué dans un combat singulier, et il ne douta point que la prédiction ne fût accomplie. Il est clair qu'à l'époque, les superstitions, un petit peu comme nos horoscopes à nous, ont une place sans doute plus importante que dans notre société actuelle, qui est davantage fondée sur la raison que sur des croyances un petit peu faux-folles, on va dire. Le roi d'Espagne, qui était alors à Bruxelles, étant averti de cet accident, envoya son médecin, qui était un homme d'une grande réputation. Mais il jugea le roi sans espérance. Autrement dit, il n'y a aucun espoir qu'il s'en sorte. Une cour aussi partagée et aussi remplie d'intérêts opposés n'était pas dans une médiocre agitation à la veille d'un si grand événement. Néanmoins, tous les mouvements étaient cachés et l'on ne paraissait occupé que de l'unique inquiétude de la santé du roi. Les reines, les princes et les princesses ne sortaient presque point de son antichambre. Autrement dit, le roi est mourant, ça va rebattre toutes les cartes des alliances qui sont au cœur de la cour d'Henri II. Souvenez-vous, on avait dit que la cour, c'était un monde extrêmement... c'était un peu Game of Thrones, où on avait des clans rivaux qui se battaient les uns contre les autres, mais tout ça en douce, par derrière, jamais de manière frontale, vous voyez. Toujours le monde de cette hypocrisie. Madame de Clèves, sachant qu'elle était obligée d'y être, donc dans l'antichambre du roi, puisque tout le monde se réunit là pour avoir des nouvelles, qu'elle y verrait M. de Nemours, qu'elle ne pourrait cacher à son mari l'embarras que lui causait cette vue, connaissant aussi que la seule présence de ce prince le justifiait à ses yeux et détruisait toutes ses résolutions, prit le parti de feindre d'être malade. La cour était trop occupée pour avoir de l'attention à sa conduite et pour démêler si son mal était faux ou véritable. Son mari seul pouvait en connaître la vérité, mais elle n'était pas fâchée qu'il la connût. Ainsi, alors, cette phrase pour rappeler qu'en fait, le prince de Clèves a deviné que l'homme heureux dont Madame de Clèves était tombée amoureuse était Nemours. Ainsi, elle demeura chez elle, peu occupée du grand changement qui se préparait, et, remplie de ses propres pensées, elle avait toute la liberté de s'y abandonner. Tout le monde était chez le roi. Monsieur de Clèves venait à de certaines heures lui rendre des nouvelles. Il conservait avec elle le même procédé qu'il avait toujours eu, or que, quand ils étaient seuls, il y avait quelque chose d'un peu plus froid et de moins libre. Il ne lui avait point reparlé de tout ce qui s'était passé, et elle n'avait pas eu la force et n'avait pas même jugé à propos de reprendre cette conversation. Monsieur de Nemours, qui s'était attendu à trouver quelques moments à parler Madame de Clèves, fut bien surpris et bien affligé de n'avoir pas seulement le plaisir de la voir. Le mal du roi se trouva si considérable
que le 7e jour, il fut désespéré des médecins. Il reçut la certitude de sa mort avec une fermeté extraordinaire, et d'autant plus admirable qu'il perdait la vie par un accident si malheureux, qu'il mourait à la fleur de son âge, il a moins de 40 ans, heureux, adoré de ses peuples et aimé d'une maîtresse qu'il aimait éperdument. La veille de sa mort, il fit faire le mariage de madame, sa sœur, avec monsieur de Savoie, sans cérémonie. L'on peut juger en quel état était la duchesse de Valentinois. Forcément, c'est la maîtresse. Le roi étant mourant, elle va perdre toute sa place auprès de la cour. La reine ne permit point qu'elle vît le roi. Donc ça, c'est vraiment une pique, une méchanceté de Catherine de Médicis d'empêcher le roi de revoir une dernière fois sa maîtresse et donc Madame de Valentinois de revoir une dernière fois le roi. Donc la reine ne permit point qu'elle vît le roi et lui envoya demander les cachets de ce prince et les pierreries de la couronne qu'elle avait en garde. Donc non seulement elle lui interdit de voir le roi, mais en plus elle lui réclame tous les bijoux que le roi lui avait donnés. Autrement dit, elle est répudiée de la cour et elle va être contrainte de s'exiler de cette cour sous l'influence de Catherine de Médicis. Cette duchesse s'enquit si le roi était mort, et comme on lui eut répondu que non, « Je n'ai donc point encore de maître, répondit-elle, et personne ne peut m'obliger à rendre ce que sa confiance m'a mis entre les mains. » Évidemment, sitôt qu'il fut expiré au château des Tournelles, le duc de Ferrare, le duc de Guise et le duc de Nemours conduisirent au Louvre la reine-mère, le roi et la reine sa femme. Rappelez-vous, le nouveau roi, c'était le dauphin, celui qui avait 15 ans, celui qui s'ennuyait profondément au moment du bal. Vous vous souvenez quand on avait vu le film historique de Delannoy, le jeune de 15 ans qui devient roi, évidemment, c'est compliqué comme posture à adopter. Et donc sa femme, Marie Stuart, qui était détestée à la fois de Catherine de Médicis et de Madame de Valentinois. Et donc Catherine de Médicis va lui faire une petite méchanceté. Monsieur de Nemours menait la reine-mère. Comme il commençait à marcher, elle se recula de quelques pas et dit à la reine, sa belle-fille, donc Marie Stuart, que c'était à elle de passer la première. Mais il fut aisé de voir qu'il y avait plus d'aigreur que de bienséance dans ce compliment. Fin du 3e tome. Alors, on va passer au tome 4e, donc le dernier tome de La Princesse de Clèves. Donc, on a dit, la mort du roi va rebattre un petit peu toutes les cartes des alliances à la cour. Et la jalousie de Monsieur de Clèves va s'accentuer vis-à-vis de Monsieur de Nemours. Et alors que la princesse de Clèves a été obligée finalement par son mari à retourner à Coulommiers parce qu'il n'est plus... la jalousie, si vous voulez, de Monsieur de Clèves est telle qu'il ne supporte plus qu'elle puisse voir Monsieur de Nemours, donc il la renvoie à Coulommiers. Et il apprend que Nemours va aller dans ce coin-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va envoyer un espion pour suivre Nemours et voir si jamais Nemours n'essaie pas de contacter sa femme. Donc en l'occurrence, c'est... je ne sais plus qui c'est, comment il s'appelle, cet espion. Enfin bref, peu importe comment il s'appelle. On est à la page 188. Le gentilhomme, donc l'espion, qui était très capable d'une telle commission, s'en acquitta avec toute l'exactitude imaginable. Il suivit M. de Nemours jusqu'à un village, à une demi-lieue de Coulommiers, où ce prince s'arrêta, et le gentilhomme devina aisément que c'était pour y attendre la nuit. Il ne crut pas à propos de l'y attendre aussi. Il passa le village et alla dans la forêt, à l'endroit par où il jugeait que M. de Nemours pouvait passer. Il ne se trompa point dans tout ce qu'il avait pensé. Sitôt que la nuit fut venue, il entendit marcher, et quoiqu'il fît obscur, il reconnut aisément M. de Nemours. Il le vit faire le tour du jardin, comme pour écouter s'il n'y entendrait personne, et pour choisir le lieu par où il pourrait passer le plus aisément. Les palissades étaient fort hautes, et il y en avait encore derrière pour empêcher qu'on ne pût entrer, en sorte qu'il était assez difficile de se faire passage. M. de Nemours en vint à bout néanmoins. Sitôt qu'il fut dans ce jardin, il n'eut pas de peine à démêler où était Madame de Clèves. Il vit beaucoup de lumière dans le cabinet, toutes les fenêtres en étaient ouvertes, et, en se glissant le long des palissades, il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter.
il se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Autrement dit, on est dans une situation finalement de ce qu'on appelle la mise en abîme, ce que j'appelle l'effet vache qui rit. Vous voyez la boîte de vache qui rit ronde là. Vous avez la vache qui rit, et à ses oreilles sont pendues des boîtes de vache qui rit. Et à l'intérieur de cette boîte de vache qui rit, eh ben vous avez, sur cette boîte de vache qui rit, vous avez à nouveau l'image de la vache qui rit avec ses bouteilles de vache qui rit, et donc ainsi de suite. Donc c'est de l'imbrication, un petit peu comme les poupées russes. Vous avez un espion qui espionne Monsieur de Nemours, Monsieur de Nemours qui espionne la princesse de Clèves. Hein, vous voyez le jeu des regards et des différents espionnages. Donc Monsieur de Nemours, vit qu'elle était seule, mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns, et Monsieur de Nemours remarqua que c'étaient les mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Vous vous souvenez ces rubans jaunes qu'il avait arborés? Eh bien, c'est typiquement celle-là que choisit Madame de Clèves. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes fort extraordinaire qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait donnée à sa sœur, à qui Madame de Clèves l'avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à Monsieur de Nemours. Autrement dit, de la même manière que le prince de Clèves avait subtilisé le portrait de Madame de... Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Le duc de Nemours avait subtilisé le portrait de Madame de Clèves sans que personne s'en aperçoive, hormis elle. De la même manière, la princesse de Clèves a subtilisé une canne qui appartenait au duc de Nemours. Donc un échange finalement. Et elle fait des nœuds autour de ce ruban. Non, elle fait des nœuds autour de cette canne. Alors, il faut vous dire que d'un point de vue psychanalytique, il y a un certain nombre de critiques qui ont analysé ça comme un symbole sexuel. C'est-à-dire que vous avez la canne, toute droite, qui représente le phallus, le sexe masculin, que l'on appelle aussi un nœud dans le langage familier. Quand on dit tête de nœud, c'est tête de gland, c'est la même chose, d'accord? Et donc on a cette canne autour de laquelle elle fait des nœuds, elle enroule ses rubans, et donc certains critiques ont voulu voir là la métaphore d'un acte sexuel symbolique, évidemment pas réel, mais symbolique. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table, vis-à-vis du tableau du siège de Metz, où était le portrait du duc de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner. Deuxième indice, donc, qu'a le duc de Nemours qu'il est bien celui qui est aimé de la princesse de Clèves. On ne peut exprimer ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment. Voir, au milieu de la nuit, dans le plus beau lieu du monde, une personne qu'il adorait, la voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Ce prince était aussi tellement hors de lui-même qu'il demeurait immobile à regarder Madame de Clèves, sans songer que les moments lui étaient précieux. Quand il fut un peu remis, il pensa qu'il devait attendre à lui parler, qu'elle allât dans le jardin. Il crut qu'il le pourrait faire avec plus de sûreté, parce qu'elle serait plus éloignée de ses femmes. Mais voyant qu'elle demeurait dans le cabinet, il prit la résolution d'y entrer. Quand il voulut l'exécuter, quel trouble n'eut-il point? Quelle crainte de lui déplaire? Quelle peur de faire changer ce visage où il y avait tant de douceur et de le voir devenir plein de sévérité et de colère? Il trouva qu'il y avait eu de la folie, non pas à venir voir Madame de Clèves sans être vu, mais à penser de s'en faire voir. Il vit tout ce qu'il n'avait point encore envisagé. Il lui parut de l'extravagance dans sa hardiesse de venir surprendre au milieu de la nuit une personne à qui il n'avait encore jamais parlé de son amour. Il pensa qu'il ne devait pas prétendre qu'elle le voulût écouter, et qu'elle aurait une juste colère du péril où il l'exposait par les accidents qui pouvaient arriver. Tout son courage l'abandonna, et il fut prêt plusieurs fois à prendre la résolution de s'en retourner sans se faire voir. Et au final, il va se montrer, mais la princesse étant à moitié dans sa rêverie,
elle se demandera si elle a vraiment vu le duc de Nemours dans l'embrasure de la porte ou si elle l'a imaginé. Quand elle va le voir le lendemain, elle va comprendre qu'elle ne s'était pas imaginé sa présence. Alors n'oublions pas que toute cette scène a été espionnée par un gentilhomme qui est venu faire son rapport ensuite au prince de Clèves. Et donc, que lui dit ce gentilhomme? Eh bien que, effectivement, M. de Nemours a rendu visite à Madame de Clèves dans le fameux pavillon de Coulommiers. Et je reprends à la page 198. Le gentilhomme, donc l'espion, fut contraint de laisser son maître, M. de Clèves, abandonné à son désespoir. Il n'y en a peut-être jamais eu un plus violent, et peu d'hommes d'un aussi grand courage et d'un cœur aussi passionné que M. de Clèves ont ressenti en même temps la douleur que cause l'infidélité d'une maîtresse et la honte d'être trompé par une femme. M. de Clèves ne put résister à l'accablement où il se trouva. La fièvre lui prit dès la nuit même, et avec de si grands accidents que dès ce moment sa maladie parut très dangereuse. On en donna avis à Madame de Clèves. Elle vint en diligence. Donc elle revient à Paris. Quand elle arriva, il était encore plus mal. Elle lui trouva quelque chose de si froid et de si glacé pour elle qu'elle en fut extrêmement surprise et affligée. Il lui parut même qu'il recevait avec peine les services qu'elle lui rendait. Mais enfin, elle pensa que c'était peut-être un effet de sa maladie. Je continue un petit peu en passant à la page 199. Cependant, M. de Clèves était presque abandonné des médecins. Un des derniers jours de son mal, après avoir passé une nuit très fâcheuse, il dit sur le matin qu'il voulait reposer. Madame de Clèves demeura seule dans sa chambre. Il lui parut qu'au lieu de se reposer, il avait beaucoup d'inquiétude. Elle s'approcha et se vint mettre à genoux devant son lit, le visage tout couvert de larmes. M. de Clèves était résolu de ne lui point témoigner le violent chagrin qu'il avait contre elle. N'oublions pas que, d'après la fiche que je vous ai mise sur Pronote en pièce jointe, le chagrin, c'est beaucoup plus fort que la simple déception, la simple tristesse. À la fois, c'est une très grande colère. Donc le violent chagrin qu'il avait contre elle, mais les soins qu'elle lui rendait et son affliction, c'est-à-dire le désespoir dont fait preuve Madame de Clèves, qui lui paraissait quelquefois véritable et qu'il regardait aussi quelquefois comme des marques de dissimulation et de perfidie, lui causaient des sentiments si opposés et si douloureux qu'il ne les put renfermer en lui-même. Donc nouvelle scène d'aveu. « Vous versez bien des pleurs, madame, lui dit-il, pour une mort que vous causez, et qui ne vous peut donner la douleur que vous faites paraître. Je ne suis plus en état de vous faire des reproches, continua-t-il avec une voix affaiblie par la maladie et par la douleur, mais je meurs du cruel déplaisir que vous m'avez donné. Fallait-il qu'une action aussi extraordinaire que celle que vous aviez faite de me parler à Coulommiers eût si peu de suite? Pourquoi m'éclairer sur la passion que vous aviez pour M. de Nemours, si votre vertu n'avait pas plus d'étendue pour y résister? Je vous aimais, jusqu'à être bien aise d'être trompée, je l'avoue à ma honte. J'ai regretté ce faux repos dont vous m'avez tiré. Que ne me laissiez-vous pas dans cet aveuglement tranquille dont jouissent tant de maris? J'eusse peut-être ignoré toute ma vie que vous aimiez M. de Nemours. Je mourrai, ajouta-t-il, mais sachez que vous me rendez la mort agréable, et qu'après m'avoir ôté l'estime et la tendresse que j'avais pour vous, la vie me ferait horreur. Que ferais-je de la vie, reprit-il, pour la passer avec une personne que j'ai tant aimée, et dont j'ai été si cruellement trompée, ou pour vivre séparée de cette même personne et en venir à un éclat et à des violences si opposées à mon humeur et à la passion que j'avais pour vous? Elle a été au-delà de ce que vous en avez vu, madame. Je vous en ai caché la plus grande partie, par la crainte de vous importuner, ou de perdre quelque chose de votre estime, par des manières qui ne convenaient pas à un mari. Enfin, je méritais votre cœur, encore une fois. Je meurs sans regret, puisque je n'ai pu l'avoir, et que je ne puis plus le désirer. Adieu, madame. Vous regretterez quelques jours un homme qui vous aimait d'une passion véritable et légitime. Sous-entendu, le duc de Nemours n'aurait pas la même capacité à aimer éternellement Madame de Clèves. La passion qu'il lui vouait était véritable et légitime. Donc là aussi, sous-entendu, Nemours ne l'aimerait pas d'une passion véritable et légitime. Vous sentirez le chagrin que trouvent les personnes raisonnables dans ces engagements, et vous connaîtrez la différence d'être aimé comme je vous aimais à l'être par des gens qui, vous en témoignant de l'amour, ne cherchent que l'honneur de vous séduire. Donc, référence là aussi, un pic
vis-à-vis de Monsieur de Nemours. Hein. Il y a une différence énorme, un gouffre énorme entre la manière dont le prince de Clèves aimait sa femme et la manière dont Nemours aime Madame de Clèves. Pour lui, pour le prince de Clèves, personne ne pourra jamais aimer sa femme comme il l'a aimée. Mais ma mort vous laissera en liberté, ajouta-t-il, et vous pourrez rendre Monsieur de Nemours heureux sans qu'il vous en coûte des crimes. Autrement dit, vous vous souvenez, je vous avais dit que le mariage ne pouvait être dissous que, le divorce n'existant pas, le mariage ne pouvait être dissous que par la mort de l'un des deux époux. Or, si Monsieur de Clèves vient à mourir, eh bien Madame de Clèves se trouvera légitime pour épouser Monsieur de Nemours. Qu'importe, reprit-il, ce qui arrivera quand je ne serai plus, et faut-il que j'aie la faiblesse d'y jeter les yeux. Et là, Madame de Clèves va expliquer ce qui s'est réellement passé, mais l'état du prince de Clèves, qui a encore des doutes, finalement ne peut pas, enfin, c'est pas possible de revenir en arrière. Il est devenu trop malade et il finit par mourir. À la suite de ça, Madame de Clèves va à nouveau s'exiler de la cour et évidemment Nemours ne va faire qu'une chose, c'est chercher à lui parler. Et comme il n'y arrive pas, il va solliciter l'aide de son meilleur ami, le vidame de Chartres. N'oublions pas que c'est un proche parent de la princesse de Clèves. Et il va, le vidame de Chartres, consentir à organiser une entrevue entre Nemours et la princesse de Clèves. Et donc, on est là, page 210. Ne craignez, donc c'est Nemours qui parle à Madame de Clèves, page 210. Ne craignez rien, madame, répliqua-t-il. Personne ne sait que je suis ici, et aucun hasard n'est à craindre. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi. Si ce n'est par bonté, que ce soit du moins pour l'amour de vous-même, et pour vous délivrer des extravagances où m'emporterait infailliblement une passion dont je ne suis plus le maître. On l'avait vu, hein, dès le début de la passion de Nemours, il n'était plus maître de lui-même. Vous vous souvenez de cette scène du bal où il faisait voir à quel point il admirait la princesse de Clèves? Eh bien, il n'est pas maître de ses sentiments, il n'est pas maître de ses passions. Et on va avoir un petit peu plus loin une citation qui va être très importante et qui fait l'objet souvent de dissertations dans le cadre de la première générale. Je vous la signalerai, ça peut être une citation que vous pourrez retenir, elle n'est pas très longue. Madame de Clèves céda pour la première fois au penchant qu'elle avait pour Monsieur de Nemours, et le regardant avec des yeux pleins de douceur et de charme. « Mais qu'espérez-vous, lui dit-elle, de la complaisance que vous me demandez? Vous vous repentirez peut-être de l'avoir obtenue, et je me repentirai infailliblement de vous l'avoir accordée. Vous méritez une destinée plus heureuse que celle que vous avez eue jusqu'ici, et que celle que vous pouvez trouver à l'avenir, à moins que vous ne la cherchiez ailleurs. »« Moi, madame, lui dit-il, chercher du bonheur ailleurs? Y en a-t-il d'autre que d'être aimé de vous? Quoique je ne vous ai jamais parlé, je ne saurais croire, madame, que vous ignoriez ma passion, et que vous ne la connaissiez pour la plus véritable et la plus violente qui sera jamais. À quelle épreuve a-t-elle été par des choses qui vous sont inconnues, et à quelle épreuve l'avez-vous mise par vos rigueurs? Puisque vous voulez que je vous parle, et que je m'y résous, répondit madame de Clèves en s'asseyant, je le ferai avec une sincérité que vous trouverez malaisément dans les personnes de mon sexe. Je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous avez eu pour moi. Peut-être ne me croiriez-vous pas quand je vous le dirai. Je vous avoue donc non seulement que je l'ai vu, mais que je l'ai vu tel que vous pouvez souhaiter qu'il m'ait paru. Sous-entendu, tout ça, c'est une longue périphrase pour dire que, oui, elle a bien vu que le duc de Nemours était amoureux d'elle, et en plus, non seulement elle l'a vu, mais elle partage ses sentiments amoureux. Donc c'est un aveu qui est extrêmement fort. Hein. Encore une scène d'aveu très, très poignante. « Et si vous l'avez vu, madame, interrompit-il, est-il possible que vous n'en ayez point été touchée? Et oserais-je vous demander s'il n'a fait aucune impression dans votre cœur? Vous en avez dû juger par ma conduite, lui répliqua-t-elle, mais je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé. » Elle lui avoue, là encore, à demi-mot, qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle voudrait savoir ce que lui, enfin, comment lui, il juge l'amour qu'elle a pour lui. C'est un peu compliqué. Hein.
Il faudrait que je fusse dans un état plus heureux pour vous l'oser dire, répondit-il, et ma destinée a trop peu de rapport à ce que je vous dirai. Tout ce que je puis vous apprendre, madame, c'est que j'ai souhaité ardemment que vous n'eussiez pas avoué à M. de Clèves ce que vous me cachiez, et que vous lui eussiez caché ce que vous m'eussiez laissé voir. Ah, là aussi, c'est un peu compliqué. Il aurait voulu que la princesse de Clèves n'avoue pas à son mari qu'elle était amoureuse de Nemours, et plus à la place, il aurait préféré qu'elle lui avoue à lui, Nemours, qu'elle était amoureuse de lui. Comment avez-vous pu découvrir, reprit-elle en rougissant, que j'ai avoué quelque chose à M. de Clèves? Alors là, je passe un petit peu. Le duc de Nemours raconte dans quelles circonstances il a été conduit à espionner la princesse de Clèves, avouant à son époux qu'elle en aimait un autre. Et donc je reprends page 213 un petit peu plus loin. Croyez-vous, madame, lui dit M. de Nemours en se jetant à ses genoux, que je n'expire pas à vos pieds de joie et de transport? Il est sur le point de mourir tellement il est heureux de comprendre qu'elle l'aime. Je ne vous apprends, lui répondit-elle en souriant, que ce que vous ne saviez déjà que trop. Ah, madame, répliqua-t-il, quelle différence de le savoir par un effet du hasard ou de l'apprendre par vous-même et de voir que vous voulez bien que je le sache. Il est vrai, lui dit-elle, que je veux bien que vous le sachiez, et que je trouve de la douceur à vous le dire. Je ne sais même si je ne vous le dis point plus pour l'amour de moi que pour l'amour de vous, car enfin, cet aveu n'aura point de suite, et je suivrai les règles austères que mon devoir m'impose. Sous-entendu, elle lui avoue son amour, mais il n'y aura rien de plus. Vous n'y songez pas, madame, répondit M. de Nemours. Il n'y a plus de devoir qui vous lie. Vous êtes en liberté. Et si j'osais, je vous dirais même qu'il dépend de vous de faire en sorte que votre devoir vous oblige un jour à conserver les sentiments que vous avez pour moi. Sous-entendu, épousez-moi. Dès que le temps du deuil sera passé, épousez-moi. Comme ça, vous serez obligé de conserver par la morale, par la force de la société, l'amour que vous avez pour moi. Mon devoir, répliqua-t-elle, me défend de penser jamais à personne, et moins à vous qu'à qui que ce soit au monde, par des raisons qui vous sont inconnues. Elles ne me le sont peut-être pas, madame, reprit-il, mais ce ne sont point de véritables raisons. Je crois savoir que M. de Clèves m'a cru plus heureux que je n'étais, puisque M. de Clèves a cru qu'elle l'avait trompé, et qu'il s'est imaginé que vous aviez approuvé des extravagances que la passion m'a fait entreprendre sans votre aveu. Ne parlons point de cette aventure, lui dit-elle. Je n'en saurais soutenir la pensée. Elle me fait honte, et elle m'est aussi douloureuse par les suites qu'elle a eues. Il n'est que trop véritable que vous êtes cause de la mort de M. de Clèves. Les soupçons que lui a donnés votre conduite inconsidérée lui ont coûté la vie, comme si vous la lui aviez ôtée de vos propres mains. Voyez ce que je devrais faire, si vous en étiez venus ensemble à ces extrémités, et que le même malheur en fût arrivé. Donc, sous-entendu, symboliquement, Nemours a tué le prince de Clèves en le faisant souffrir mentalement. Si on imaginait qu'il y avait eu un vrai duel entre Nemours et le prince de Clèves au sujet donc de l'amour de Madame de Clèves, et que le duc de Nemours est véritablement tué, physiquement parlant, le prince de Clèves, il aurait été évidemment hors de question que la veuve, Madame de Clèves, épouse l'assassin de son mari. Et pour Madame de Clèves, eh bien, c'est exactement la même chose. Même s'il ne lui a pas donné la mort physiquement, il lui a donné la mort moralement. Je sais bien que ce n'est pas la même chose à l'égard du monde, mais au mien, il n'y a aucune différence, puisque je sais que c'est par vous qu'il est mort, et que c'est à cause de moi. Ah, madame, lui dit M. de Nemours, quel fantôme de devoir opposez-vous à mon bonheur? Quoi, madame? Une pensée vaine et sans fondement vous empêchera de rendre heureux un homme que vous ne haïssez pas? Quoi? J'aurais pu concevoir l'espérance de passer ma vie avec vous. Ma destinée m'aurait conduite à aimer la plus estimable personne du monde. J'aurais vu en elle tout ce qui peut faire une adorable maîtresse. Elle ne m'aurait pas haï, et je n'aurais pas trouvé dans sa conduite tout ce qui peut être à désirer dans une femme. Car enfin, madame, vous êtes peut-être la seule personne en qui ces deux choses se soient jamais trouvées au degré qu'elles sont en vous. Tous ceux qui épousent des maîtresses dont ils sont aimés tremblent en les épousant et regardent avec crainte par rapport aux autres la conduite qu'elles ont eue avec eux. Mais en vous, madame, rien n'est à craindre et on ne trouve que des sujets d'admiration. Toujours la vertu extraordinaire, l'admiration que suscite la princesse de Clèves par son comportement qui est
complètement opposé à celui des autres femmes. N'aurais-je envisagé, dis-je, une si grande félicité que pour vous y voir apporter vous-même des obstacles ? Ah, madame, vous oubliez que vous m'avez distinguée du reste des hommes, ou plutôt, vous ne m'en avez jamais distinguée, vous vous êtes trompée, je me suis flattée. Vous ne vous êtes point flattée, lui répondit-elle. Les raisons de mon devoir ne me paraîtraient peut-être pas si fortes sans cette distinction dont vous vous doutez, et c'est elle qui me fait envisager des malheurs à m'attacher à vous. Quel malheur peut donc bien craindre la princesse de Clèves si jamais elle se mariait à monsieur de Nemours ? Attendez, on va comprendre. Je n'ai rien à répondre, madame, reprit-il, quand vous me faites voir que vous craignez des malheurs, mais je vous avoue qu'après tout ce que vous avez bien voulu me dire, je ne m'attendais pas à trouver une si cruelle raison. Elle est si peu offensante pour vous, reprit madame de Clèves, que j'ai même beaucoup de peine à vous l'apprendre. Hélas, madame, répliqua-t-il, que pouvez-vous craindre qui me flatte trop après ce que vous venez de me dire ? Je veux vous parler encore avec la même sincérité que j'ai déjà commencé, reprit-elle, et je vais passer par-dessus toute la retenue, donc la pudeur, et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation. Première et dernière conversation qu'ils auront d'ailleurs. Mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre. Je crois devoir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes sentiments et de vous les laisser voir tels qu'ils sont. Ce sera apparemment la seule fois de ma vie que je lui donnerai la liberté de vous les faire paraître. Néanmoins, je ne saurais vous avouer sans honte que la certitude de n'être plus aimée de vous comme je le suis me paraît un si horrible malheur que quand je n'aurai point des raisons de devoir insurmontables, je doute si je pourrais me résoudre à m'exposer à ce malheur. En fait, il y a bien la première raison pour refuser ce mariage, enfin cette liaison avec M. de Nemours, mariage ou pas, c'est d'un, qu'elle le considère comme responsable, et elle aussi, de la mort du mari, et de deux, qu'elle craint une chose, c'est de ne plus, un jour, de ne plus être aimée par M. de Nemours. Et souvenez-vous à quel point elle avait été dévastée par la jalousie au moment de la lettre qu'elle avait cru être écrite par M. de Nemours à une autre maîtresse. Donc si elle refuse, pardon, si elle refuse avant tout la relation que lui propose M. de Nemours, c'est pour ne plus jamais avoir d'angoisse, de doute et de risque d'être jalouse. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels ? Dois-je espérer un miracle en ma faveur ? Et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion, dont je ferai toute ma félicité ? Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Ma destinée n'a pas voulu que j'aie pu profiter de ce bonheur. Peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi. Mais je n'aurai pas le même moyen de conserver la vôtre, je crois. Je crois même que les obstacles ont fait votre constance. Vous en avez assez trouvé pour vous animer à vaincre, et mes actions involontaires ou les choses que le hasard vous a apprises vous ont donné assez d'espérance pour ne vous pas rebuter. Autrement dit, la princesse de Clèves et Madame de Lafayette, à travers elle, ont la même conception de l'amour. L'amour, tant qu'il présente des difficultés pour être acquis, est recherché. Mais une fois que l'amour est acquis, eh bien, il s'étiole, il disparaît, parce qu'il n'y a plus cette volonté de faire des efforts pour conquérir. Malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de couples à l'heure actuelle. « Ah, madame, reprit M. de Nemours, je ne saurais garder le silence que vous m'imposez. Vous me faites trop d'injustice, et vous me faites trop voir combien vous êtes éloigné d'être prévenu en ma faveur. »« J'avoue, répondit-elle, et c'est là la citation qui est importante, qui est extrêmement importante, que vous devez souligner, retenir, faites comme vous voulez, que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Autrement dit, les passions ne pourront jamais être maîtresses de la princesse de Clèves. Elles peuvent effectivement guider un certain nombre de ses actes, mais jamais elle ne se laissera dominer par la passion. Rien ne me peut empêcher de connaître que vous êtes né avec toutes les dispositions pour la galanterie, la séduction. Souvenez-vous, Nemours, c'était un séducteur, c'était un don Juan avant de connaître la princesse de Clèves. Et vous avez déjà eu plusieurs passions, vous en auriez encore,
Je ne ferai plus votre bonheur. Je vous verrai pour une autre comme vous auriez été pour moi. J'en aurai une douleur mortelle, et je ne serai pas même assurée de n'avoir point le malheur de la jalousie. Je vous en ai trop dit pour vous cacher que vous me l'avez fait connaître, et que je souffris de si cruelle peine le soir que la reine me donna cette lettre de Madame de Thémines, que l'on disait qui s'adressait à vous, qu'il m'en est demeuré une idée qui me fait croire que c'est le plus grand de tous les maux, etc., etc. Et donc elle finit par rompre l'entretien, et par se retirer du monde, refuser de voir qui que ce soit. Hein. Elle va finir sa vie un petit peu comme Madame de Lafayette d'ailleurs, dans une solitude absolument complète, avec un renoncement à la vie absolument complet. Et comme l'autre héroïne de Madame de Lafayette, dont je vous avais parlé précédemment et qui s'appelle la princesse de Montpensier, Madame de Clèves va mourir seule et très jeune. C'est ce qu'on retrouve à la fin du 4e et du dernier tome, page 226. C'est les dernières lignes, donc 1342. Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle pût jamais revenir. Elle passait une partie de l'année dans cette maison religieuse et l'autre chez elle, mais dans une retraite et dans des occupations plus saintes que celles des couvents les plus austères. Et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertu inimitables. Donc vous voyez que ce roman se termine sur à nouveau l'idée que Madame de Clèves est une femme exceptionnelle et que c'est sa vertu qui la rend exceptionnelle. Alors si vous regardez à la suite de votre à la suite du livre, vous avez un petit parcours littéraire qui s'intitule Individu, morale et société. Vous pouvez lire les textes qui sont accolés, et vous pouvez lire aussi tout ce qui, enfin, plus précisément ce qui introduit les textes, qui sont des réflexions sur justement la raison, la passion, la société et tout ce que la société peut imposer de pression sur l'individu. Ensuite, vous avez donc des fiches de lecture, des prolongements art et culture. Je vous ai mis sur Pronote je crois que c'est un Framapad. Enfin non, c'est pas un Framapad, c'est un PowerPoint qui résume un petit peu toute la structure de la princesse de Clèves, toutes les réflexions sur individu, morale et société, et qui vous renvoie aux pages donc, qui sont à partir de la page 254 et jusqu'à la page 264, vous avez la structure. Ensuite, vous avez des fiches sur les personnages, sur le tragique de la passion amoureuse selon Madame de Lafayette. Enfin, vous avez des fiches qui vous seront utiles. Donc, je vous conseille de les lire, de surligner dessus ce qui est important. Vous avez aussi, page 279, une référence au film La Belle Personne, dont je vous avais montré des extraits. Je vous rappelle que si vous allez sur YouTube, et en tapant La Belle Personne, vous trouverez l'intégralité du film. C'est un film qui est sympa à voir, donc vous pouvez aller le voir, et vous verrez peut-être aussi la différence entre la fin de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette et la fin de La Belle Personne de Christophe Honoré, qui est forcément beaucoup plus moderne. Voilà, donc là, cette fois, je vais vous laisser avec cette princesse de Clèves. Je mettrai en ligne sans doute demain une autre vidéo sur le texte complémentaire par rapport à cet objet d'étude. Donc le texte complémentaire sera un extrait des Liaisons dangereuses de Coderlo Dell'Aclos, qui a été écrit au XVIIIe siècle. Et je vous enverrai également, je vais vous mettre aussi sur Pronote le texte que je vais étudier, que vous aurez, qui apparaîtra dans votre descriptif de bac pour le bac blanc de février, excusez-moi. Et je vous rappelle que vendredi,
en tout état de cause, je pense que je serai revenue vendredi, vous avez un contrôle sur le classicisme, hein, souvenez-vous, en rapport avec la fiche mémo classicisme que vous avez sur Pronote. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.